Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.uqam.ca. Dans le cas de l'Acadie, il y a plus que deux accents. Chaque village avait son accent. Moi, je peux encore dissocier les gens du bas de Caraquet et les gens du haut de Caraquet qui ont des accents différents. Les gens du nord ne parlent pas chiac. Le chiac, c'est une langue urbaine. Le mot chiac, d'ailleurs, vient de Shediac, qui est la petite ville près de Moncton. Même les régions rurales de la région de Moncton ne parlent pas chiac. Je ne suis pas acadien aujourd'hui uniquement parce que j'ai des racines acadiennes, mais parce que je participe de l'univers intellectuel de la société acadienne. Moi, je connais bien la maison parce que c'était nos voisins. Moi, j'allais jouer là-dedans. Et la maison était exactement comme ça, là. Les deux bords. Là. Nous, on courait en haut là, parce qu'on montait la butte, là, puis on courait dans la maison, puis on descendait du bord. Puis on faisait... On dit que tous les descendants des Acadiens descendent des mêmes 47 premières familles. Pour moi, c'est vrai à 100%. Je regarde la famille de mon père, la généalogie des Thériault, qui remonte à Grand-Pré, etc. Et ce sont pas uniquement des Acadiens de 47 familles, là. Ce sont des Acadiens qui viennent de 7 ou 8 familles différentes, qui se sont mariés à travers les siècles, qui ont habité dans les mêmes villages à partir de 1640 jusqu'à aujourd'hui. Mon ancêtre a quitté l'Acadie anglaise en 1749 et c'est un des descendants qui est revenu retrouver sa famille en Acadie, mais 40, 50 ans après. C'est là que l'expression « au fait grand dérangement » prend tout son sens. Ces gens-là, pendant 40 ou 50 ans, avant que la population s'est restabilisée, ont bougé énormément. Il y a quelque chose là d'une continuité de l'ordre de l'institution familiale est extrêmement puissant. Très tôt, un peu comme les Bretons, nous, les sœurs de la congrégation, ils nous frappaient sur les doigts si on employait trop de mots acadiens. Je me souviens qu'on ne pouvait pas dire qu'on avait des hardes pour du linge. Donc on ne verra pas sur des bandes vidéo, là, magnétoscope, un jeune Joseph-Yves Thériaut qui parlait le chiac dans son enfance. Non. Mais il y a des gens qui prennent plus l'accent. Moi, je ne prends pas beaucoup l'accent, donc j'ai maintenu un accent qui fait encore très caraquetois. Joseph-Yves Thériaut, vous êtes professeur à l'UQAM et vous dirigez la chaire en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Vous venez d'écrire un livre qui est assez important dans votre carrière, Évangéline, Contes d'Amérique. C'est un livre qui est difficile à classer parce que vous jouez sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire que c'est à la fois une analyse littéraire, c'est ensuite un peu d'histoire acadienne, mais c'est aussi une anthropologie de la mémoire des Acadiens. Comment réussissez-vous à classer votre livre dans les catégories qu'on utilise d'habitude? J'ai voulu quand même en faire un livre de sociologue, dans le sens, un livre qui disait « Ce qui m'intéresse, c'est comment les sociétés se construisent. Comment les sociétés se construisent à travers la mémoire, à travers le récit. » Donc, j'ai conservé l'expression « conte », mais au fait, c'est le récit qui m'intéressait. Évangéline, Contes d'Amérique, ça faisait un peu un clin d'œil au poème de Longfellow qui s'appelait Évangéline, A Tale of Acadie, et donc un conte d'Acadie. Et moi, la thèse que je soutenais, c'était avant tout un conte d'Amérique, c'est une histoire américaine. Et j'ai voulu reprendre ce sens-là en disant, je vais suivre le parcours d'un poème, le parcours du poème Évangéline, et de voir comment, à partir de ce poème-là,
des sociétés différentes dans le temps, principalement trois, l'Acadie des Maritimes, les Acadiens ou les Cajuns de la Louisiane et l'Amérique états-unienne, se sont retrouvés dans ce poème-là et ont donné sens à leur expérience, ou du moins ont lu dans l'expérience d'Évangéline ou à travers l'expérience d'Évangéline leur propre parcours historique. Juste pour faire peut-être un contraste entre le poème qu'on va résumer tout à l'heure et la réalité, c'est-à-dire que les Acadiens vivent ou subissent une campagne de déportation à partir de 1755. Pourquoi est-ce qu'on décide de déporter les Acadiens? Oh, on décide de déporter les Acadiens parce qu'il y a une guerre entre l'Angleterre et la France, qui a ses répercussions ici. Et à la frontière de ces deux puissances, là, de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre, il y a une petite colonie qui est l'Acadie, qui n'a jamais été reconnue par l'Angleterre comme appartenant à la France. Donc l'Acadie a passé des mains de l'Angleterre à la France pendant un siècle, 6 ou 7 fois. Et en 1713, il a été donné à l'Angleterre définitivement, mais avec une petite population acadienne, française, qui est restée là. Et là, l'administration anglaise décide d'exiger à ces gens-là un serment d'allégeance, ce qu'on appelle un serment du test, qui les obligerait à jurer fidélité au roi d'Angleterre. Et à l'époque, jurer fidélité au roi, c'était aussi jurer fidélité à un prince protestant, et à accepter donc de se battre sous ses armes, ce que les Acadiens refusent, et on décide de l'expulser du territoire. Est-ce que c'est pour avoir les terres? Est-ce que les généraux anglais disent que c'est parce qu'ils ont trahi? Les Acadiens ont toujours réclamé qu'ils avaient juré une neutralité, qu'ils ne prendraient ni les armes du côté français ni du côté anglais. Et d'ailleurs, en Angleterre, en Nouvelle-Angleterre, à l'époque, jusqu'à la rédaction du poème, on appelait les Acadiens les French Neutrals. Est-ce qu'on pourrait dire que la grande majorité des Acadiens ont été déportés, ou plutôt que la majorité est quand même restée autour du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse? Bon, la grande majorité des Acadiens ont été expulsés et déportés, ont été exclus du territoire. Il y avait, on estime, autour de 15 000 Acadiens en 1755. En 1763, on retrouvera sur le territoire de l'ancienne Acadie française et son extension, celle du Nouveau-Brunswick, 3 ou 4 000 Acadiens. Donc, les 2 tiers de la population ont disparu. Est-ce qu'on pourrait qualifier la déportation des Acadiens d'une opération de nettoyage ethnique? Il y a quelque chose de ressemblant, hein, dans le sens que c'est la déportation des Acadiens repose sur une planification politique pour évacuer du territoire des provinces maritimes actuelles tout papiste. C'est-à-dire que l'acte de déportation, c'est l'acte qui dit que dorénavant, aucun papiste, c'est-à-dire aucun catholique, n'a le droit de résider sur ce territoire. Et on se charge de les expulser. Et donc on en expulse la moitié, 6 ou 7 000 vers les États-Unis. Et après ça, pendant les années suivantes, on va expulser les autres vers l'Angleterre ou vers la France. D'autres se sauveront au Québec, etc. Mais il va rester sur ce territoire 3 ou 4 000 Acadiens qui sont un peu la base des francophones des maritimes aujourd'hui, des Acadiens des provinces maritimes. Mais c'est le tiers de la population. Est-ce que le poème de Longfellow représente bien la réalité historique ou il y a quand même une simplification des faits dans son poème? L'histoire du poème est une histoire américaine, dans le sens que c'est l'histoire qui se déroule à la frontière de l'Amérique états-unienne juste avant la guerre d'indépendance, qui ferait en sorte que les Acadiens seraient partis de la Nouvelle-Écosse, on les aurait expulsés en Nouvelle-Angleterre et qu'ils auraient été bien accueillis en Nouvelle-Angleterre. Le livre, ou le poème de Longfellow, le poème Évangeline, c'est un poème, c'est une hymne à la gloire de la démocratie américaine naissante. La démocratie américaine qui accueille tous les éclopés de la terre. Quand les royautés anglaises, les régimes malsains britanniques, etc., exploitent, dominent les peuples, ces peuples se révoltent, ils viennent en Nouvelle-Angleterre. Au départ, c'est l'histoire des pèlerins du Mayflower qui ont fondé la Nouvelle-Angleterre, qui ont quitté la guerre des religions. Et il reprend l'Acadie
il fait de la même histoire avec l'Acadie. Il dit les Acadiens ont quitté et ils ont été bien accueillis. Ce qui est une erreur, ou pas une erreur, une fausseté que Longfellow savait très bien. Il y avait, en 1780, par exemple, 30 ans après la déportation, il n'y avait plus d'Acadiens en Nouvelle-Angleterre. Ils sont tous partis. Ils n'ont pas été accueillis en Nouvelle-Angleterre, que ce soit à Boston, que ce soit à Baltimore, même où c'était des catholiques, que ce soit en Virginie. Les gouverneurs n'ont pas voulu accueillir ces populations. Ils les ont laissés végéter sur des quais pendant des années, ou même certains, ils les ont retournés directement en Angleterre en disant on veut pas de ces populations-là. Donc, l'Amérique n'a pas été une terre d'accueil pour les Acadiens. Pourtant, dans le livre, il y a un personnage, justement, qui semble avoir un certain succès en Nouvelle-Angleterre. Comment s'appelle-t-il? Le notaire Leblanc. C'est ça, lui a fait quand même un bon succès économique. Oui, mais c'est pas une vérité historique. Le notaire Leblanc est le seul personnage du roman qui est un personnage historique. On connaît le notaire Leblanc parce qu'il a été déporté à Philadelphie. Et à Philadelphie, il aurait écrit une pétition avec des Acadiens au gouverneur de Philadelphie pour demander de l'aide en disant, écoutez, on nous a volé nos terres, on nous a envoyés ici. Mais dans le poème, on fait dire au notaire Leblanc qu'il a réussi, qu'il aime la vie des Quakers, qu'il aime la démocratie américaine, qu'il aime l'égalité américaine. Il dit à Évangeline, cesse de chercher ton amant, ne retourne pas au Canada, ne retourne pas en Acadie chercher ton amoureux. La vie ici est plus douce, etc. Et donc, ça, c'est une création de Longfellow. D'ailleurs, on retrouvera le même personnage dans la version Cajun, plus tard, où le notaire Leblanc, au lieu de rester en Philadelphie, s'en va en Louisiane, fonder la Louisiane avec des Acadiens, parce qu'en Nouvelle-Angleterre, ils sont pas bien accueillis. Certaines personnes ont dit que finalement, sous Évangeline et son amoureux Gabriel, il y avait vraiment une femme et vraiment un homme qui était amoureux, qui était sur le point de se marier et qui aurait été séparés. Donc ça serait un mythe ou c'est invérifiable? C'est-à-dire que c'est vraisemblable, dans le sens que le roman est vraisemblable, que durant des guerres, une séparation de gens qui étaient sur la veille de se marier, ils sont séparés et après coup, ils se cherchent, etc. Mais d'autre part, l'origine de l'histoire d'Évangeline, qui a été transmise à Longfellow, c'est un pasteur Conley d'une église protestante de Boston qui, un soir chez Longfellow, avec Hawthorne, son ami écrivain, a raconté à Longfellow qu'il tentait de demander à Hawthorne d'écrire un roman sur cette histoire que durant les French and Indian Wars, justement, il y avait eu un couple qui devait se marier, qui avait été séparé, et que la femme était venue en Nouvelle-Angleterre et pendant 40 ans, elle aurait cherché son mari. Et Longfellow, immédiatement après, a dit « Ah, ça, c'est la plus belle histoire de continuité et de fidélité d'un couple que je connaisse. Moi, ça me plairait d'écrire un poème sur ça. » Mais cette histoire, bon, elle s'est avérée... elle n'a jamais été fondée autre que ça. D'ailleurs, le nom Évangeline est une invention de Longfellow lui-même. C'est une invention qui provient de Ève et Angel en anglais, ou encore Evangelion, le mot grec qui veut dire la bonne nouvelle, qui veut dire l'évangile. Et il a créé ce mot français, Évangeline, et comme pour signifier l'idée qu'Évangeline était une figure de fondation, une figure qui montrait la naissance américaine, qui montrait comment l'Amérique était née de ces populations qui provenaient d'exercices ou d'expériences de domination antérieure. Si on continuait maintenant sur la thèse centrale de votre livre, vous dites que finalement, c'est avec l'écriture du poème de Longfellow, Évangeline, que les Acadiens finissent par prendre conscience de leur histoire collective. Jusqu'en 1755, il y a une population rurale qui se définit un peu comme sujet du roi de France. Ce sont des catholiques,
qui est. Mais il n'y a pas de référence romantique à un pays qui a une histoire, etc. Au moment de la déportation des Acadiens, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'évidence que les Acadiens veulent retourner chez eux au nom d'une patrie qui aurait été perdue. Au contraire, les Acadiens disent on veut des terres. On veut des terres où le roi de France peut nous protéger des Anglais. C'est pour ça qu'ils viennent au Québec. C'est pour ça qu'ils se trouvent en Louisiane. Et en Acadie des Maritimes, ils sont là, mais ils sont là de façon illégale, pendant presque un siècle, éparpillés, sans connaissance d'ailleurs beaucoup qu'ils existent d'une région à l'autre, d'où d'ailleurs l'idée des accents, etc. Et il n'y a pas d'histoire connue de cet événement-là qui a été la déportation. Il n'y a pas non plus de mémoire collective que les ethnologues ou les anthropologues ou les historiens vont retrouver. On ne trouve pas dans les contes, dans les chansons. Il n'y a pas juste... Pendant un siècle, on ne se souvient pas, ou on ne se rappelle pas, ou cette mémoire n'est pas codifiée. On commence dans les livres d'histoire, chez François-Xavier Garneau, par exemple, en 1848, quand il décrit l'Acadie, il prend les mots même du poème. C'est-à-dire que ce n'est pas l'historien qui fournit au poète, c'est le poète qui fournit à l'historien. On dit, ce que je vais vous décrire, c'est une tragédie humaine qui est abominable, etc. Donc il reprend les mots du poème. Et derrière ça, au Québec, on dit, mais ça, surveillez-vous, c'est ce qui peut nous arriver, la destruction de notre territoire et notre expulsion, si on se protège pas. Chez vous, Joseph Yvon-Thériault, il y a cet intérêt pour la construction des sociétés, la fabrication des nations et des peuples. Et vous dites finalement qu'un peuple ne peut pas exister avant qu'il prenne le temps de se donner un nom et de se donner une histoire, c'est-à-dire de se fabriquer une personnalité que tous les membres de la collectivité partagent, c'est-à-dire une sorte de vision d'eux-mêmes qui prend une racine dans le passé. C'est ça que vous voulez dire. Les nations qui sont apparus au 18e, au 19e et au 20e siècle, sont des groupements par référence, c'est-à-dire que tout d'un coup, je sens appartenir à une communauté. Parce que je dis, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas de ma même généalogie peut-être que moi, mais on a une même histoire, on a une même continuité historique. Et pour que cela existe, pour que ce récit-là existe, il faut l'avènement, il faut que quelqu'un écrive cette histoire-là. Il faut que quelqu'un l'écrive, soit par des poèmes, soit dans la presse, soit par l'écriture de l'histoire, etc. Et c'est ce que je dis de l'Acadie dans le cadre du poème d'Évangeline, c'est que c'est la construction de ce poème qui a permis pour la première fois au reste des populations francophones qui existaient sur le territoire des Maritimes, mais qui ne faisaient pas société, qui étaient éparpillés, puis qui n'avaient pas de lien de communication, puis qui n'avaient pas d'histoire commune, de se reconnaître dans ce poème-là et de reconstruire une filiation historique et de dire « Ah, mais ça, c'est nous ». Et petit à petit, d'aller chercher des fondements historiques à ce poème-là et de reconstruire un récit. Les sociétés dans le monde moderne sont des sociétés qui sont construites par cette référence, qui sont construites par l'idée qu'il y a quelque part une histoire qui explique la solidarité entre les citoyens. Est-ce que la traduction de Pamphile Lemay va complètement dénaturer justement le travail original de Longfellow? Dénaturé, non, parce que d'une certaine façon, il va maintenir la trame du récit de façon assez objective. C'est la même histoire. C'est la même histoire racontée de façon différente, en doublant le nombre de vers, mais en faisant surtout une charge encore plus forte. Déjà, il y avait une charge anti-anglaise dans la version américaine. J'ai dit, c'est un livre de la démocratie américaine contre la royauté anglaise, mais globalement, ce que fait Lemay, c'est que d'un poème qui était un récit du nationalisme américain, lui, il en fait un poème qui est un récit du nationalisme canadien-français.
Et Lemay, donc, il dit, voici donc ces ignobles Anglais qui ont brisé la naissance d'un peuple. Ce peuple, maintenant, n'existe plus, il est mort. C'est ce qui peut nous arriver, nous, Canadiens français. Et donc ça, c'est le récit canadien-français, c'est le récit canadien-français d'Évangeline. Et c'est ce récit-là qui va pénétrer en Acadie, pas uniquement avec Pamphile Lemay, à peu près à la même année, Napoléon Bourassa va écrire Jacques et Marie, qui est un pastiche d'Évangeline, qui est un roman, et ce roman est peut-être plus lu, et c'est tout à fait la même trame aussi, c'est-à-dire que chez Jacques et Marie, Jacques n'est pas, il ne se retrouve pas aux États-Unis, hein, au contraire, Jacques devient un résistant français, il se sauve en Nouvelle-France, il fait la bataille de Québec, il fait la bataille de Montréal, et il retrouve Évangeline au Québec. La fascination pour moi d'Évangeline, c'était comment la même histoire changeait de sens lorsqu'elle s'intégrait dans une histoire qui était différente. Et comment les gens y trouvaient une signification différente et avaient un sens différent aussi. Donc, elle était au Québec, en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis ou en Acadie des Maritimes, et plus tard en Acadie de la Louisiane. Dernièrement, la revue Argument a consacré une partie de son numéro justement à votre livre. C'est un concept qui s'appelle « Autour d'un livre », et donc on invite plusieurs critiques à commenter votre livre, et ensuite vous pouvez répondre. Et donc dans ce numéro, on retrouve la critique de Herménégilde Chiasson, que vous connaissez, qui a été lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, qui est assez connu dans le monde universitaire, et il écrit un texte qui s'intitulait « Oublier Évangeline ». Pas dans le sens où il faudrait censurer le livre ou le faire disparaître, mais dans le sens où Évangeline contribue à faire en sorte que les Acadiens se définissent toujours par le passé et par la tragédie, par la misère et par la perte justement d'une terre promise qui était l'Acadie d'avant le déportement. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Est-ce qu'on surutilise Évangeline? Est-ce qu'il n'y a pas des projets d'avenir aussi qui doivent mobiliser les Acadiens? On ne surutilise pas Évangeline parce que mon interprétation, c'était de dire, écoutez, Évangeline est décriée, on associe le récit d'Évangeline comme un passé impuissant, hein, une tradition, alors que la lecture que moi je voulais faire d'Évangeline, c'est de dire, mais au contraire, les récits ne sont pas impuissants. Les récits ne sont pas des traditions. Les récits sont continuellement travaillés, retravaillés, retraduits. Les Acadiens, comme les Cajuns de la Louisiane, se sont inventés à travers ce récit-là. Et j'avais presque l'hypothèse ou le sentiment que l'abolition d'Évangeline ou l'oublier Évangeline, c'est oublier aussi l'Acadie. C'est-à-dire qu'Évangeline a tellement été importante dans la structuration du récit historique acadien que quand on veut s'en séparer, s'en dissocier, on se dissocie de la communauté historique. Par rapport à l'intervention d'Herménégilde Chiasson, dans le texte, je fais un grand passage sur Chiasson et un grand passage sur Antonine Maillet en disant ces gens rejettent Évangeline, mais en même temps, ils restent dans la trame de ce récit-là. Et juste en insistant sur le rejet, on en parle. Hein, je dis, ils devraient assumer le fait que finalement, ils ne sont pas capables de se détacher de la centralité de ce récit pour parler de leur identité. Il est vrai qu'Évangeline, c'est l'histoire qui est d'une certaine façon ambiguë par rapport aux Acadiens dans leur construction identitaire. Évangeline utilise le mot de martyrologie, c'est-à-dire de misérologie. Évangeline renvoie à un peuple qui ne peut pas être. Hein? Évangeline, c'est l'histoire au départ, dans le poème de Longfellow, hein, d'un peuple qui est mort. Hein? Il commence en disant « Grand Pré n'existe plus, il n'existe que de la mémoire. Hein? » Et c'est la même chose que Pamphile Lemay allait dire « L'Acadie, c'est disparu, c'est mort. » Les Acadiens ont repris Évangeline dans ce sens-là en disant on est une communauté qui ne peut pas advenir.
On n'est pas Canadien-Français, on n'est pas Anglais, on n'est pas Américain, mais on n'a pas de majorité, on n'a pas de territoire, etc. Donc, le poème Évangéline a été utilisé par les Acadiens pour rappeler leur fragilité historique. Mais en même temps, il y avait un courant toujours qui dit « Mais non, il ne faut pas accepter Évangéline. » C'est ce que j'ai dit dans mon livre, c'est Rameau de Saint-Père qui vient leur dire « Vous n'êtes pas des perdus, vous êtes une nation historique, vous êtes capable de faire société, il faut que vous reconstruisez la nation sur le même modèle que la nation canadienne-française, etc. » Et donc moi je dis, l'histoire de l'Acadie dans sa construction identitaire, ça a été la rencontre de ce pôle à la fois qui leur dit « Vous êtes une nation », puis en même temps le rappel de dire « Ça se peut pas, vous êtes trop fragile ». Quand on assume son histoire, on assume les deux côtés. Les sociétés se construisent à partir de leurs récits. On peut prendre une distance, puis on peut critiquer les récits, mais on doit assumer qu'on le fait. Parce que sinon, on évacue toute la dimension sensible et expressive d'une population particulière. Je pourrais avoir une autre heure de questions. Mais là, quand même, vous avez au moins quelques années de travail. Je ne vais pas vous épuiser quand vous allez rentrer au travail demain matin. Quand Pamphile Lemay traduit le poème, il fait mourir Évangéline de chagrin parce qu'elle n'a pas retrouvé son pays. Longfellow écrit à Pamphile Lemay en lui disant « Votre traduction est intéressante, mais je ne peux pas accepter que vous fassiez mourir Évangéline comme ça. » Dans les deuxième et troisième éditions, il va pas faire mourir Évangéline. Évangéline va aussi se fondre, si on veut, dans la culture américaine. Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.uqam.ca